Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve avec une voix qui n'a pas encore complètement récupéré, mais c'est déjà beaucoup mieux, donc on va faire comme cela. Alors il y a pas mal de choses à voir aujourd'hui étant donné que j'ai pu lire tout ceci. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez le constater, donc on va pas trop perdre de temps et je vous propose de commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par celui-ci qui est donc le tome 7 de la saga Les Détectives du Yorkshire. C'est Rendez-vous avec la menace de Julia Chapman aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. C'est une saga dont je vous ai déjà parlé, même tout récemment, étant donné que j'ai bien avancé dernièrement dans cette saga. J'ai lu le 5, le 6 et le 7, quasiment les uns à la suite de l'autre. Je suis à fond dans cette petite série de Cozy Mystery et je rattrape mon retard. Et franchement, c'est de mieux en mieux. J'aime beaucoup déjà les premiers tomes, mais au plus on avance dans l'histoire, au plus il se passe des choses, au plus il y a des enjeux, au plus il y a des révélations. C'était vraiment génial ce 7e tome. Donc pour ce 7e tome, rapidement, étant donné que je suis bien avancée dans la série, eh bien il y a un grave danger qui guette Samson. Donc c'est un des deux personnages principaux. On a un petit duo qui est Samson et Delilah. Samson était policier et actuellement il est détective privé. Il est revenu de Londres dans son village natal qu'il avait quitté il y a plusieurs années de cela. Et il va se mettre à son compte. Il va travailler avec Delilah qui elle a toujours vécu dans le village et qui elle tient une agence de rencontres, donc pour tout ce qui est rencontres matrimoniales, et à deux ils résolvent des petites enquêtes, ce qui se passe dans le village. Et c'est vrai, depuis quelque temps on sait qu'il y avait un danger, une menace qui guettait Samson, et là la menace elle est là, elle est bien présente. Donc Delilah est au courant de ce fait et avec l'aide de tous les habitants, en tout cas d'une partie des habitants du village, à savoir Bruncliff, ils vont tenter justement de secourir et de protéger Samson. Donc ça c'est pour l'histoire. En gros, je vais pas plus dans les détails, mais comme je vous dis, j'ai vraiment adoré, c'était génial. Je l'ai dévoré en un clin d'œil, ça se lit super bien. Il y a énormément de tension, énormément de suspense parce que ça se déroule comme un conte à rebours. On a des passages à un moment donné où on a des heures, voilà, qui s'enchaînent. Donc on a les paragraphes qui commencent avec l'heure. Là on est à 10h52. Après, eh bien on va passer à 10h57 et ainsi de suite. Donc on va suivre une journée comme ça extrêmement stressante avec beaucoup de tension. J'ai adoré, il y a plein d'enjeux, il y a plein de choses qu'on apprend. On avance énormément dans tout ce qui concerne évidemment les secrets de Samson. On va avancer énormément aussi dans la relation qu'entretiennent Samson et Delilah. Donc c'était vraiment génial. Par contre, commencez bien par le premier tome si vous souhaitez commencer cette série. C'est important évidemment pour la bonne compréhension au niveau des personnages. Sinon, j'ai également terminé celui-ci qui est Philippe, Prince des Épines, de la collection Les Princes de Disney aux éditions Hachette. C'est écrit ici par Lindsay Miller. Je vous l'avais présenté plusieurs fois étant donné que c'était une de mes lectures en cours. C'est un prêt de ma sœur et là je l'ai donc terminé. Et donc dans ce livre, eh bien nous allons suivre évidemment l'histoire du prince Philippe, le prince Philippe de la Belle au bois dormant. Personnage intéressant et on va apprendre ici que son chemin, sa destinée a toujours été toute tracée. Il n'a pas eu son mot à dire depuis qu'il est tout petit. Il est désigné comme étant celui qui va se marier et du coup sauver la princesse Aurore qui eh bien a reçu la terrible malédiction de Maléfique. Et donc depuis toujours il est contraint de s'entraîner et de se surpasser non-stop pour devenir le protecteur et le défenseur de la princesse. Il le fait à contre-cœur parce que lui, il n'avait pas du tout spécialement envie de suivre cette voie. En tout cas, il ne voulait pas avoir cette destinée, mais elle lui a été imposée. Donc, il a énormément de frustration. Il a beaucoup de pression aussi sur ses épaules. Et quelques jours avant justement le futur mariage avec la princesse Aurore, qui également a été planifié, bien entendu, il va y avoir
voir un phénomène magique qui va arriver et qui va toucher Philippe de très près. Et ce phénomène magique va justement tout remettre en question. Il va voir autre possibilité qui s'offre à lui de suivre un autre chemin, de suivre une autre voie. Et du coup, on va partir là-dessus. Donc ça, c'est pour le résumé. En gros, je vais pas aller plus loin dans le résumé. Et c'était une lecture sympa et assez intéressant. J'ai bien aimé justement pouvoir découvrir le prince qu'on voit très peu dans le dessin animé. Il y a très peu la parole évidemment dans le dessin animé. Je trouve que c'est un personnage très sympathique déjà dans le dessin animé, donc je suis contente d'avoir pu le découvrir ici. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une réécriture évidemment de La Belle au Bois dormant avec de la modernité et aussi de l'originalité. Ce sont des aspects que j'ai beaucoup appréciés dans cette lecture. Alors j'avoue qu'au début, dans la première partie du livre, je trouve que le prince Philippe se plaignait beaucoup. Je comprends toute sa frustration d'avoir sa destinée toute tracée, de pas pouvoir choisir, de pas pouvoir donner son avis, d'être obligé de se plier aux volontés de son père, mais il se plaint énormément. C'est presque à toutes les pages que il exprime sa frustration, qu'il exprime son désaccord, que voilà, c'est des plaintes, c'est des plaintes, c'est des plaintes. Donc c'est vrai que ça, c'est fort marqué, on l'a compris, on l'a intégré dès le départ, c'est pas la peine de se répéter 50 fois non plus. Après ça va mieux, il y a un genre de déclic qui se fait, ou même lui se rend compte qu'il se plaint de trop. Donc une fois que ce déclic se passe, ça va un petit peu mieux de ce côté-là. J'ai bien apprécié l'évolution du personnage au fil des pages, c'est vraiment bien fait. On a un personnage voilà qui est très peu sûr de lui au départ, qui est un peu renfermé comme ça dans sa frustration, et puis qui va un petit peu plus prendre son destin en main et qui va évoluer voilà de façon beaucoup plus intéressante. Il va être plus sûr de lui, plus courageux, etc. Il y a tout un aspect magique qui va intervenir, un aspect magique que j'ai bien apprécié. Évidemment, on retrouve des personnages qu'on connaît vu que c'est une réécriture. Donc on a le prince Philippe, on a la princesse Aurore, on a aussi les fées, on a Maléfique, bien entendu, on a le roi et la reine, donc le père et la mère de Aurore, mais également le père de Philippe. Donc plein de petits clins d'œil comme ça par rapport au dessin animé, c'était très sympathique à ce niveau-là. On a un nouveau personnage qui intervient ici, c'est Johanna qui est l'écuyère de Philippe, qui est un personnage que j'ai beaucoup apprécié même si elle est fort en retrait. Je pense qu'elle aurait eu sa place dans l'histoire, en tout cas davantage de place, parce que c'est un personnage qui était très courageux, très loyal, avec un côté artistique prononcé, et j'ai bien apprécié tous les moments où elle apparaît, et j'aurais aimé justement avoir un petit peu plus d'informations et qu'il y ait plus de place pour ce personnage dans le récit. J'ai beaucoup apprécié aussi le personnage de Rose, qui est très différent de celui du dessin animé, étant donné qu'elle est beaucoup plus affirmée, elle est beaucoup moins naïve et innocente. Elle est courageuse, elle a ses idées et elle les exprime. Elle est très volontaire, donc je trouve qu'elle apporte vraiment un plus au niveau du récit. Et c'est pas le cas dans le dessin animé où elle est plus passive, elle se laisse faire et elle se laisse guider. Ici c'est pas du tout le cas, elle prend les choses en main, donc j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Donc voilà, très sympathique. J'ai beaucoup apprécié aussi l'élément concernant la thématique des rêves. Je n'entre pas dans les détails, mais il y a une thématique rêve entre Philippe et Rose qui est fort présente dans le livre, et j'ai trouvé ça original et sympathique. Une bonne lecture dans son ensemble. Si vous aimez l'univers du dessin animé, les réécritures de contes, eh bien je pense que ça peut vous plaire. Après, si vous n'aimez pas ça, je pense pas que ce livre sera alors fait pour vous. Je passe à Foxglove de Adaline Grace aux éditions de Saxus, qui est donc le tome 2 de Belladonna, que j'ai lu et terminé. J'avais beaucoup apprécié le premier tome et du coup j'étais curieuse de découvrir la suite, et j'avoue que j'ai préféré le premier tome. Donc dans cette histoire, sans trop vous donner d'informations vu que c'est une suite, on va retrouver le personnage de Stigna évidemment, qui est la jeune fille qu'on rencontre dans le premier tome, qui est une jeune fille qui a des pouvoirs particuliers et un rapport particulier avec la mort. Dans le premier tome, il y avait déjà une enquête
qui était menée par cette jeune fille, une histoire d'empoisonnement qu'elle allait mettre au jour dans une ambiance très gothique, et on va retrouver cet aspect-là ici aussi. Donc il y aura également une enquête parce que un personnage va être accusé de meurtre. C'est un personnage important qu'on a déjà découvert dans le premier tome, et du coup Signa ici, la jeune fille évidemment, va tout faire pour essayer de retrouver le coupable, étant donné qu'elle est persuadée de l'innocence de la personne accusée, qui est le père d'une de ses amies, donc de Bliss, qu'on rencontre aussi dans le premier tome. Donc on a cette enquête là qui va être menée, et pour ce faire, eh bien le personnage de Signa va devoir faire un pacte avec un nouveau personnage qui est le personnage du destin. Dans le premier tome, on a le personnage de l'ange de la mort qu'on retrouve ici. C'est ça le rapport assez spécial par rapport à la mort. Donc ici, on va avoir le destin également. Signa va conclure un pacte avec lui pour justement pouvoir prouver l'innocence du personnage accusé. Ça, c'est en gros pour l'histoire, en très gros évidemment, parce que si vous n'avez pas lu le premier tome, je peux pas vous donner trop d'informations. Mais du coup, on se retrouve dans une lecture à l'ambiance gothique avec une ambiance assez macabre. Macabre, mais pas dégoûtante, hein. On reste dans quelque chose de plus gothique, sombre, noir, que quelque chose de très glauque. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Alors, vous l'avez compris, je pense, quand j'ai tenté de vous faire le petit résumé, qu'il faut absolument lire le premier tome d'abord. Ne commencez pas par celui-là. Il faut absolument les suivre, les lire dans l'ordre. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai préféré le premier tome. Au niveau de la plume, c'est toujours aussi agréable. Ça se lit bien, ça se lit très vite, c'est fluide, c'est très agréable au niveau de la lecture. Donc, je l'ai lu assez rapidement. Mais j'ai trouvé que ce récit était quand même plus lent que dans le premier tome. Ça prenait très très fort son temps. On va avoir beaucoup plus de romance aussi dans ce second tome. On va avoir un triangle amoureux, et tout cet aspect romance va vraiment être fort mis en avant dans ce second tome. Ce qui est un peu dommage, vu que du coup l'enquête passe en second plan. Moi, c'est plus l'enquête qui m'intéressait que tout l'aspect romance, je dois bien l'avouer. Je voulais retrouver ce qu'il y avait dans le premier, donc un certain équilibre entre l'aspect de l'enquête et la romance, avec évidemment la mise en avant de l'enquête. Ici, c'est l'inverse qui se passe. Alors, concernant le personnage du destin, j'ai pas eu beaucoup d'attachement à ce personnage, et je trouve qu'il manquait quand même de profondeur. Il apparaît assez soudainement, et il y en a très peu d'informations, de renseignements, notamment concernant ses pouvoirs, la manière dont ses pouvoirs fonctionnent. J'aurais aimé davantage de profondeur et d'explications concernant ce personnage. C'est un peu dommage parce qu'on reste très en surface. Il a quand même un rôle important dans l'histoire. Du coup, le fait qu'il soit assez peu exploité, je trouve ça dommage. Alors, j'ai aussi trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient très prévisibles, que j'avais vu venir. Donc ça aussi, c'est un petit peu dommage. Je sais pas que ça m'a gâché la lecture, mais du coup, comme je m'attendais à certaines choses, j'ai pas vraiment eu de surprise et de révélation concernant ce second tome. Après voilà, malgré ces petits défauts, j'ai quand même apprécié le moment passé avec cette lecture, et je pense que c'est une trilogie, et du coup, je lirai le troisième tome pour évidemment clôturer la saga et avoir le fin mot de l'histoire concernant tout ça, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, et malgré tout, j'ai pas été dégoûtée de cette lecture, j'ai passé un agréable moment, mais je suis quand même un petit peu déçue parce que je m'attendais à apprécier davantage, comme ça a été le cas avec le premier tome, mais peut-être que le troisième fera remonter tout ça. Alors sinon, j'ai aussi fait la lecture de celui-ci qui est Sœur de Bernard Minier aux éditions Pocket. C'est donc une des enquêtes de Martin Servaz. Ça faisait un petit moment que j'avais plus lu cette saga, et du coup j'étais contente de pouvoir y replonger. Alors dans cette histoire, on se retrouve dans une double temporalité, étant donné que on va arriver en mai 1993, et il y a deux sœurs qui vont être retrouvées mortes, assassinées, et en fait c'est la première enquête à laquelle Martin Servaz va participer en tant que tout jeune policier. Donc c'est sa première enquête, c'est une enquête qui va évidemment le marquer, et durant cette enquête, tous les soupçons portaient sur un auteur, un écrivain assez particulier, assez malaisant,
qui connaissait les deux sœurs, mais ça a jamais été plus loin, on n'a jamais pu prouver vraiment sa culpabilité, donc l'enquête en a un petit peu resté là. Et après on fait un saut dans le temps et on se retrouve en 2018, toujours avec Martin Servaz qui du coup est le commandant Servaz, hein, il a évolué dans sa carrière. Et là, eh bien, il va de nouveau être appelé parce que il s'est passé quelque chose. Il y a eu une mort assez spéciale. La femme d'un homme a été retrouvée morte, attaquée par des serpents. Et cette femme, c'est justement la femme de l'auteur. L'auteur qu'il avait déjà rencontré en 1993. Du coup, évidemment, il va se demander quel est le lien entre ces affaires et il va un petit peu enquêter autour de ça concernant les éléments de ces deux enquêtes et de ces deux affaires. Donc voilà un petit peu, on va avoir du coup des allers-retours présent-passé. Moi, j'aime beaucoup cette façon de faire. Je trouve que ça rythme bien le roman et que ça met un certain rythme, une certaine cadence. Je l'ai lu très très vite. Je trouve que ça se lit bien. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas Bernard Minier, mais moi, je fais partie de ceux qui apprécient. Du coup, ça se lit très bien et c'est toujours un plaisir de retrouver Martin dans ses enquêtes. J'ai beaucoup apprécié aussi la façon de faire et de retrouver Martin, justement tout jeune policier, encore pas trop sûr de lui. On va en apprendre aussi plus concernant sa vie privée, évidemment, de l'époque. On connaît pas mal de choses concernant sa vie actuelle. Mais là, on apprend des choses sur son passé, donc j'ai bien aimé cette façon de faire. Donc ici, ça va parler de plein de choses. On est dans une histoire de vengeance. C'est une histoire qui est assez sombre, qui est assez psychologique. Ça va parler évidemment de meurtre, vu qu'il y a déjà, comme vous l'avez... comme je l'ai appris, l'affaire de ces deux sœurs. Ça va aussi parler de manipulation. Donc j'ai beaucoup aimé, ça se lit tout seul, l'intrigue est bien menée, bien construite. J'y ai pas vraiment trouvé de longueur. Et j'ai été très surprise par la fin que je n'avais pas vu venir. Donc voilà, une très très bonne lecture à ce niveau-là. Je suis contente d'avoir avancé un petit peu dans la saga de Martin Servaz. Je vais me réserver le suivant tout prochainement, je pense. Pourquoi pas en été. Je sais pas lequel c'est exactement, c'est M, le bord de l'abîme. Très très hâte, mais si vous connaissez pas encore cette saga, je vous recommande, c'est un policier que moi j'apprécie beaucoup, donc pourquoi pas tenter, mais là aussi commencer, si vous voulez commencer la saga des Martin Servaz, il faut commencer dans l'ordre et lire Glacé. Il y a quelques one-shots aussi de Bernard Minier qui existent, donc... là, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans la saga. J'ai également terminé un Preston et Child, le tome 2 des enquêtes de l'inspecteur Pendergast, à savoir Le Grenier des Enfers aux éditions J'ai lu. Et j'ai beaucoup apprécié, c'est la suite du premier tome, on est dans la suite directe de Reliques. Donc là aussi, c'est mieux de les commencer dans l'ordre, sinon vous êtes un petit peu perdu, je pense. Dans cette histoire, eh bien, il y a deux corps, deux cadavres qui vont être repêchés. On est à New York. Ces corps vont être repêchés justement dans les égouts de New York, dans un état assez spécial. Les corps ont été assez abîmés, assez maltraités. Il y a des traces de morsures assez étranges dessus. Et en plus de cette affaire louche, déjà de base, il y a aussi des sans-abri qui se font tuer. Donc apparemment, il y a des meurtres en série qui se font au sein de la population des sans-abri qui justement se réfugient bien souvent dans les égouts de New York. Donc on a ces deux affaires très inquiétantes en parallèle et évidemment l'inspecteur Pendergast va arriver pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que ces deux affaires sont liées? Les deux corps qui ont été retrouvés dans un état assez spécial avec des traces assez inquiétantes. Et l'affaire des SDF, est-ce que c'est lié? Et on va suivre l'enquête et voir un petit peu ce qui se passe dans les égouts de New York. Donc ça, c'est pour le résumé. Et ça m'a beaucoup plu. Comme je l'ai dit, suite directe de Reliques, on retrouve les mêmes personnages. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié aussi. Il y a un lien avec le premier tome évidemment, donc c'est indispensable de les lire dans l'ordre. Il y a toujours ce côté un petit peu scientifique qui est fort présent, ça mêle des informations scientifiques avec du fantastique. J'apprécie vraiment les deux éléments mis ensemble, évidemment le tout avec une enquête policière.
C'est un mélange que j'apprécie énormément. Alors petit défaut, peut-être c'est vrai que l'intrigue met quand même pas mal de temps avant de démarrer. On pose les choses, on explique les choses. Le début est un petit peu lent, même s'il se passe quand même des choses et qu'il y a des révélations qui se font. Il y a une enquête qui est menée. Mais c'est vrai qu'au niveau du rythme, c'est plus dans la seconde partie que là, ça avance davantage, qu'il se passe des choses. C'est une ambiance très glauque parce qu'on va vraiment être plongé dans les égouts de New York et c'est quelque chose. C'est quelque chose d'immense avec plein de galeries et de galeries abandonnées, de galeries secrètes. Enfin, c'est énorme apparemment. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et on est bien immergé dedans. Je pense qu'il faut pas être trop claustrophobe parce qu'on est bien dans l'ambiance. Il se passe plein de choses. Moi, j'apprécie beaucoup, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais continuer les enquêtes de l'inspecteur Pendergast sans problème. J'ai, je pense, la suite, le 3e tome qui est dans ma palle. Et je pense que je me le suis mis pour ma palle de l'été. Comme ça, je peux avancer dans cette saga. Je sais pas si du coup, on va prolonger encore et rester dans cette même lignée ou si on va partir sur quelque chose de différent, mais j'ai hâte de découvrir. Concernant les mangas, j'ai lu Plume, un amour de chat de Hoshino Natsumi aux éditions Soleil Manga, qui est un cadeau que j'ai reçu et c'était tout mignon, c'était vraiment tout mignon. C'est l'histoire d'un petit chat et on va voir son petit quotidien qui va être un petit peu mouvementé parce qu'il y aura l'arrivée d'un autre chaton et on va un petit peu voir l'évolution de ces deux petits personnages qui vivent avec une maman et son fils. C'est tout choupinou, franchement c'est tout choupinou. On a ce genre de petites pages, si vous aimez les chats. Ça casse pas 3 pattes, un canard non plus au niveau de l'histoire, mais si vous aimez les chats, eh bien ça vous plaira sans problème. Il y a des petites choses qui se passent, des petits comportements que vous allez reconnaître si vous avez vous-même un ou des chats. C'était adorable, c'est mignon, j'ai bien apprécié. C'est un petit moment plein de douceur, ça fait toujours du bien. Autre manga, j'ai lu Land, le 1er tome aux éditions Mangetsu de Kazumi Yamashita. Alors ça c'est une autre ambiance. Il est indiqué ici les habitants meurent toujours à l'âge de 50 ans. Donc on est dans une communauté qui vit vraiment retranchée et surveillée par des kami, ce qu'ils appellent des kami, c'est-à-dire qu'il y a 4 divinités protectrices qui les protègent, mais qui surtout les surveillent, étroitement. Donc ils sont dans un genre de cuvette avec les collines qui entourent et les 4 kami qui sont disposés comme ça au point cardinaux, je pense. Et ils ont l'interdiction de quitter évidemment la terre, leur communauté, leur terre. Alors ils vivent, comme on l'a dit, jusqu'à 50 ans maximum, même s'ils sont en bonne santé. Après 50 ans, enfin la date de 50 ans, ils décèdent. On ne sait pas trop pourquoi, il y a un grand mystère qui entoure cela. Et dans cette ambiance, eh bien on va suivre un personnage qui a eu 2 enfants, 2 jumelles, et selon les croyances, les usages, les coutumes de cette communauté, c'est interdit. Donc on ne peut avoir qu'un seul enfant, pas des jumeaux, qu'il est contraint d'aller apporter un des 2 bébés dans la montagne et de sacrifier en fait un des 2 bébés. Cette action, c'est dans le but de préserver le village de la sécheresse. Donc il y a plein de croyances à ce niveau-là. Et là, on se retrouve 8 ans plus tard. Une des jumelles a grandi. On va la suivre. Elle s'appelle Anna. Et Anna est un personnage assez curieux qui s'interroge et qui se pose pas mal de questions justement concernant cette communauté, concernant les kami, les dieux protecteurs. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de sortir justement de cette cuvette, de traverser et de passer la montagne? Est-ce que les dieux les surveillent à tout moment, tout le temps? Pourquoi est-ce que les gens meurent après l'âge de 50 ans? Bref, elle se pose beaucoup de questions et on va découvrir un petit peu tout ça à ses côtés. Donc ça, c'est pour le résumé en gros. Ce sont des mangas qui sont super épais, vous voyez peut-être. Ça, c'est l'autre Plume qui est un normal. Et ici, on a l'autre, donc c'est quasiment le double
Donc il y a de quoi lire, c'est assez appréciable. Au niveau des dessins, voilà, on est sur ce genre de choses. Des éléments comme ceci. J'ai lu le premier tome, j'ai le second tome dans ma palle. J'ai bien apprécié le premier tome. Je suis curieuse de lire la suite, voir un petit peu où ça va nous mener. À la fin, on a un genre de révélation. Qui me laisse curieuse. Donc je vais continuer. Je sais qu'il y a déjà pas mal de tomes qui sont sortis. Je pense qu'il y a déjà jusque le tome 5, si pas le tome 6 qui est déjà traduit et disponible. Ça c'est très bien. Ça permet de pouvoir enchaîner la série sans devoir attendre trop longtemps. Voilà, c'est intéressant. Ça va beaucoup parler évidemment de nature, de spiritualité, de croyances. Il y a tout cet aspect aussi d'abandon des enfants qui est travaillé par la suite aussi parce que on va apprendre des choses concernant tous ces enfants qui ont été abandonnés pour justement préserver soi-disant le village de catastrophe naturelle. C'était oui, c'est bien travaillé, c'est intéressant. En tout cas, moi j'ai bien apprécié. C'est assez spécial comme ambiance. Mais moi ça m'a plu, donc je vais continuer. Et ma dernière lecture de la semaine, c'est celui-ci, La ville de Braise et de Croc, aux éditions Scrinéo de MIP, je sais pas si ça se dit du coup MIP, Roberto Sanquier. Le livre est absolument magnifique, je trouve, et ça me faisait très envie, et du coup je l'ai lu. Donc dans cette histoire, en fait, on est à Paris, au début du XXe siècle. On est précisément le 21 octobre 1901 et on va suivre le personnage de Cécile, donc c'est sympa vu que c'est mon prénom, qui est une déchue et qui va revenir à Paris après 7 années d'exil. Elle va revenir avec son familier. On va apprendre en fait que c'est une agente spéciale qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Orgueil. Et on va lui confier une mission parce que quand elle revient à Paris, eh bien il y a un souci à Paris, à savoir que on tue des jeunes enfants, que des corps sont retrouvés. Il y en a déjà plusieurs qui ont été retrouvés à intervalles réguliers aussi. Donc toute cette histoire est planifiée. Et la mort est assez spéciale. Donc il faut faire la lumière là-dessus parce qu'évidemment ça inquiète un petit peu tout le monde à Paris. Alors Cécile va commencer cette enquête avec son familier, mais on va aussi lui imposer, on va dire, un homme qui est un pisteur. Donc quelqu'un qui est spécialisé dans la recherche et la traque. Que cet homme, il s'appelle Frémont, il a également son familier. Qui est un lynx qui s'appelle Farouche, et du coup ils vont devoir faire enquête à deux et ça va un petit peu être chaotique au début parce que au niveau des caractères c'est compliqué. On va les suivre dans cette enquête parce qu'évidemment ils doivent déjouer ça assez rapidement. Et évidemment, en se lançant dans cette enquête d'infanticide, ils vont se rendre compte qu'il y a une menace plus importante et ils vont tout faire évidemment pour essayer de déjouer tout cela. Donc on part sur ce genre de récit et j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, j'ai bien aimé l'univers. Qu'on est dans une enquête policière avec de la magie, avec une ambiance steampunk, avec l'aspect aussi de familier qui est super intéressant. Certains humains, pas tous, certains humains ont un lien avec des animaux. Bon, ça c'est une thématique qu'on a déjà vue quelques fois. Moi ça m'a beaucoup parlé, mais j'ai bien apprécié la façon dont ça a été amené ici et travaillé ici. J'ai bien apprécié aussi toute la thématique concernant les orgueilleux, donc ces personnages qui ont ces familiers et qui ont des aptitudes assez spéciales, assez fantastiques. J'ai bien aimé suivre cette enquête que j'ai trouvé quand même bien travaillée. C'est un livre qui s'adresse à de la jeunesse, mais je trouve que c'était bien construit, c'était complet, c'était bien mené. J'ai apprécié suivre ces deux personnages qui sont bien travaillés, qui sont agréables à suivre. Non, c'était très chouette, c'était une belle découverte. J'ai trouvé que c'était un récit quand même original, avec du rythme, avec des révélations, avec des surprises, avec des actions aussi. Il y a plein de choses super intéressantes. J'ai bien aimé l'ambiance steampunk du Paris, même si ça a déjà été travaillé ce genre de thématique. Je trouve qu'ici c'est très très bien passé. L'histoire commence directement, donc on n'attend pas, il n'y a pas de lenteur. Moi j'ai directement été embarquée dans ce récit.
C'était très agréable. C'est pas un coup de cœur, mais franchement c'est une excellente lecture que je suis très contente d'avoir découverte, que je vous recommande si vous aimez les univers intéressants et bien construits, où il se passe quand même beaucoup de choses. On a aussi tout évidemment la thématique qui concerne les familiers, donc c'est les animaux qui sont liés à certains personnages. On nous explique davantage de choses, de comment c'est arrivé et comment ça fonctionne exactement. On a des personnages qui sont bien travaillés, qui sont quand même profonds, parce que ça reste une lecture plutôt young adulte, mais je trouve qu'il y a un gros travail qui a été fait ici dans ce récit. Franchement, je recommande. Je l'ai pas vu passer très souvent, mais je pense que c'est assez dommage parce que il a son potentiel. Alors, je sais pas s'il y aura une suite ou si c'est un one shot. Ça pourrait tout à fait être un one shot, comme éventuellement on pourrait en faire une suite, mais je sais pas du tout ce qu'il en est. Donc voilà, belle découverte pour celui-ci. Voilà pour mes lectures de la semaine. Je vais faire un petit point lecture en cours. Il y a celui-ci que j'écoute, qui est Celle qui devint le soleil, que j'ai commencé. Je me suis dit que j'allais le sortir parce que j'ai aussi le deuxième tome dans ma palle, donc j'ai écouté un petit peu. Hein. Je suis au chapitre 2, au chapitre 3 je pense, donc je sais pas vraiment beaucoup vous en parler pour l'instant. Sinon, je suis toujours dans Yumi et le peintre de cauchemar, mais j'ai bien avancé vu que je suis à la partie 3 je pense. Oui, troisième partie. J'arrive à la moitié tout doucement. J'ai commencé celui-ci qui est donc Chevauche Brume de Thibaut Latil-Nicolas aux éditions Folio SF. Ça va se lire très rapidement parce que j'ai lu un petit peu et j'ai déjà lu une centaine de pages. C'est un livre qui en fait 300 et des 350 et c'est très sympa pour le moment, donc je pense que ça va être lu pour la semaine prochaine. Sinon, je suis toujours dans celui-ci d'Écho en Écho qui est le tome 2 des Chroniques de Sainte-Marie. J'ai avancé, j'arrive tout doucement à la moitié. Ça aussi, ça se lit très bien. Sinon, je me suis lancée dans cette brique qui est L'Empire d'écume, le second tome aux éditions Big Bang de Andrea Stewart. Et là, j'ai dépassé la moitié. Ça se lit très bien. En tout cas, moi, je suis confortablement installée dans cette histoire. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Mais je passe un bon moment. C'est très facile à lire. C'est fluide. C'est plus axé ici sur tout ce qui est politique, l'aspect politique du royaume et tous les enjeux évidemment qui gravitent autour, mais c'est toujours aussi agréable à lire. En tout cas moi j'aime bien. À mon avis je l'aurais terminé pour pouvoir vous faire un petit point dimanche. Sinon je suis aussi dans le royaume de Pierre d'Angle, le premier tome. Là j'ai lu 136 pages, là aussi j'avance. Ça se lit très bien, franchement. Et ici, avec cette mise en page de cette édition-ci, c'est très agréable. Ça, c'est aux éditions Rouergue, me semble-t-il. Oui, je sais qu'ils sont sortis en poche, si vous souhaitez, pour les acheter moins cher, hein, tout simplement. Mais en tout cas, ici, c'est très confortable pour la lecture. Et sinon, je suis évidemment toujours dans celui-ci, qui est L'Assassin Royal, le 3e tome. J'ai pas plus avancé parce que j'ai avancé dans les livres que je viens de vous présenter. Donc, pas encore dans celui-là, mais c'est prévu que je le termine, pas pour dimanche prochain. Parce que je vous ai déjà dit, hein, au niveau de la mise en page, il faut s'accrocher. L'interligne est minuscule. Les marges sont assez petites, enfin ça c'est moins choquant, mais l'interligne est vraiment très très serrée. Le livre a l'air normal, classique, mais voilà, il y a quand même une certaine densité. Voilà, ça c'était le petit point pour mes lectures du coup de la semaine passée, que je vous fais un petit peu en retard à cause du fait que j'ai été malade. Là, je vais vous laisser parce que je sens que ma gorge commence à souffrir de nouveau et que j'ai de plus en plus des quintes de toux qui reviennent et la voix qui faiblit. Donc, je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits emojis pour me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont vos lectures, s'il y a des lectures dont je viens de parler que vous avez faites, n'hésitez pas à me donner votre avis les concernant. Ou sinon, je vous souhaite une très très belle journée, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.